On va passer à la présentation de Claire, que j'avais tout petit peu... parce que, en fait, finalement, on a parlé de toi, Claire, tout le long de cette matinée. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a fait que de parler de système informatique et d'harmonisation et de l'importance d'avoir un prestataire qui permet de fluidifier la donnée. Oui. Et en fait, ça va devenir totalement obligatoire d'avoir un système qui soit performant pour pouvoir utiliser tous ces nouveaux systèmes douaniers digitalisés. Oui, il va falloir quand même que chaque opérateur puisse s'appuyer sur son éditeur de logiciel pour être à jour par rapport à cette nouvelle réglementation. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il faut vraiment avoir cette relation de confiance envers son éditeur de logiciel. Et je voulais simplement revenir sur ce que Romuald nous a présenté. Ça marche bien parce que Romuald est quelqu'un d'organisé, de rigoureux et qui anticipe. Donc forcément, on a l'exemple de ce qu'on devrait faire dans les entreprises aujourd'hui pour arriver à ce niveau d'optimisation, de facilitation. Et bon, c'est un beau parcours. Bravo. Ah, mais c'est pour ça qu'on a dit que Romuald, il est incroyable. Non, mais sérieux, c'est un modèle. On va lui mettre une auréole. On va voir si la zapette, elle marche chez toi. J'ai pas l'impression. Pas l'impression, pas mieux. Les amis. Alors là, on est peut-être allé un peu vite. On est allé un peu vite. Il faut rétro-pédaler un coup. Je sais pas. Si? Ah bah non. C'était la bonne, la suivante. On va peut-être pas... Non, allez. Allons-y. Bon, on y va. Voilà. Bon. Donc, écoutez, comme vous le savez tous ici, maintenant, avec l'intervention de mes prédécesseurs, l'Union européenne, donc, elle a engagé un important chantier dans ses process douanes. Bon, juste pour un petit rappel, en France, forcément, on parle de Delta IE. En Belgique, qui va démarrer bientôt, c'est PLDA qui disparaît au profit d'IDMS. En Autriche, par exemple, c'est ACCS qui va entrer dans la danse. Donc tous les États membres sont bien impactés, c'est ce qu'on vous a dit, par ces changements, alors à plus ou moins long terme, et selon les choix, parfois par l'export et parfois en démarrant par l'import. Donc à différentes reprises lors de ces symposiums douanes, où on est régulièrement invité à la tribune, il vous a été détaillé donc, la mise en place de Delta IE. Normalement, vous maîtrisez parfaitement aujourd'hui les nouveaux acronymes dont a parlé Catherine tout à l'heure, H1 pour l'import, B1 pour l'export. Vous maîtrisez aussi CDS, j'espère aussi bien que Romuald, parce que c'était un peu un parcours du combattant aussi au début, pour mettre à jour tes garanties, par exemple. Donc, normalement, tout ça n'a plus de secret pour vous. Alors, je ne vais pas vous énumérer ici le long process administratif par lequel vous devez passer, on en a parlé ensemble. Donc, tout ce que vous devez faire avant la mise en place de Delta I et le bascule de Delta I. Mais heureusement, vous pouvez compter sur vos PAE et nous ne pouvons que vous encourager à prendre contact avec eux si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, en tant qu'éditeur de logiciels douane, je vais reprendre un peu le discours de M. Baron tout à l'heure. Dans le cadre donc, de la digitalisation qui est annoncée et donc des processus douaniers, en tant qu'éditeur, on aimerait vraiment insister encore un petit peu plus sur la valeur de la donnée, l'importance de la donnée qui est indispensable à l'établissement d'une déclaration en douane. Donc en soi, insérer une donnée dans une déclaration quand on est RDE, c'est pas compliqué. On a la donnée, on l'insère. Mais par contre, s'assurer vraiment de cette fiabilité de cette donnée au bon moment, là, ça peut vraiment devenir un vrai parcours du combattant et ça demande vraiment une certaine organisation et rigueur dans l'entreprise. Donc, dans les nouvelles étapes déclaratives qui sont mises en place ou qui vous attendent demain, alors qu'elles soient sécuritaires, dans le cas d'ICS, ou purement douanières, être capable d'identifier la bonne donnée, de la tracer et de la déposer au bon moment pour ne pas interrompre la chaîne logistique, c'est un défi à plusieurs niveaux de l'entreprise. Et la donnée, elle ne connaît pas de frontières. Donc vous pouvez en disposer à n'importe quel moment en fonction du flux de vos marchandises. Alors il va falloir effectivement pouvoir identifier le flux de données qui vous sera utile dans vos opérations. Alors dans une entreprise, les sources sont variables entre l'approvisionnement, le service achat, les flux qui peuvent être transmis par les fournisseurs à l'import, les flux des données financières, les flux logistiques également,
Donc ces flux peuvent être aussi réinjectés à plusieurs reprises, à la moindre mise à jour. Par exemple, vous avez un conteneur qui est en chargement en Chine. Le conteneur est un peu cabossé. Au lieu de mettre le nombre de cartons prévus, on va en mettre un peu moins. Du coup, l'information qu'on avait obtenue par rapport aux achats qu'on avait faits, on se retrouve avec des données qui sont erronées. Donc il faut les réadapter. Ou il peut y avoir des aléas aussi pendant le transport ou au moment du chargement. Il y a une palette qui tombe, il y a un carton qui a pris l'eau. Donc tous ces aléas, finalement, il faut les prendre en compte et il faut être capable de récupérer cette information au bon moment pour pouvoir corriger cette donnée et avoir c'est une façon d'anticiper le plus possible et de garder cette maîtrise de l'information. Elle remarche? Oui, parce qu'en fait, il y a un petit bouton sur la gauche qui fait ça. Voilà, merci. Merci. Donc, tout simplement, pour bien identifier la donnée dans le bon flux, il est indispensable aussi de la mettre avec le flux physique en parallèle. Donc, les deux font vraiment la paire. Alors, l'expérience du Brexit, parce qu'on en a parlé quand même un petit peu, ça a été la première expérience d'optimisation, on va dire, puisqu'on franchissait la frontière vraiment avec le Royaume-Uni de façon complètement olé olé, on va dire, puisque c'était l'Union européenne. Donc on a même souvenir, je ne sais pas si vous avez pratiqué ce genre de choses, mais il y avait des taxis, par exemple, qui transportaient des colis à destination. Et puis, à un moment donné, avec le Brexit, on s'est rendu compte que tout ça, ça coûtait de l'argent et les entreprises ont mis en place des optimisations et des facilitations. Donc le Brexit, ça a vraiment mis en lumière l'importance d'une chaîne logistique performante pour éviter tout blocage de marchandises indispensables pour la bonne marche économique des entreprises. Souvent, on est en flux tendu, donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors, les entreprises qui, elles, avaient anticipé ce phénomène au moment du Brexit, dans l'analyse de leur flux physique de marchandises, elles ont quand même subi des ralentissements, dans le meilleur des cas, voire des blocages, du fait des nouvelles formalités douanières qui n'avaient pas toujours été prises en compte à la hauteur. Et donc, les opérateurs ne s'étaient pas rendus compte du blocage vraiment de leurs marchandises dans ces cas-là. Alors, au sein d'une supply chain performante, l'expertise douanière, vous le voyez autour de la table avec Catherine et l'audace et l'exemple de Romuald, c'est vraiment un rôle primordial. Toute entreprise qui évolue aujourd'hui dans un contexte international est amenée à intégrer dans son organisation l'ensemble des opérations douanières qui sont indispensables au mouvement de ces flux. Ça marche. Donc la bonne compréhension et la maîtrise des techniques douanières, c'est une véritable source d'optimisation. Vous l'avez vu, Romuald nous l'a dit, au lieu de 200 000 déclarations, tu as pu arriver à 50 000. Donc à travers l'optimisation, c'est aussi un avantage concurrentiel, voire même de différenciation stratégique pour une entreprise vis-à-vis de ses concurrents. Donc la connaissance de ces optimisations, elle est liée au sourcing et c'est vraiment un atout majeur pour l'entreprise dans son optimisation financière. Alors la sécurisation des opérations douanières réalisées, c'est aussi un gage de fiabilité d'une entreprise vis-à-vis de ses interlocuteurs et de ses clients. Donc en définitive, si l'entreprise dépasse l'image première de la douane comme étant un obstacle, parce que souvent c'est un petit peu le ressenti qu'on peut avoir, l'expertise douanière sera pour elle un véritable levier stratégique et une réelle valeur ajoutée dans le cadre de ces échanges internationaux. Donc au sein de la supply chain, l'activité douanière, c'est un fil rouge prépondérant dont la maîtrise est l'une des clés du succès dans la fluidité de l'acheminement des produits. Alors en effet, on vous l'a dit aussi tout à l'heure, l'intégration des enjeux douaniers démarre vraiment au point de départ de la marchandise jusqu'à son lieu de livraison. Donc la fluidité des mouvements de la marchandise et la maîtrise de la technique douanière sont étroitement associées. Alors le volume des données alimentant le bon fonctionnement de la supply chain est décuplé
et impacte le processus douanier. Du fait de tous ces échanges et de la mondialisation, aujourd'hui, on a vraiment des données dans tous les sens, on a un volume d'informations qui est exponentiel. Alors, de nouvelles technologies se mettent au service des processus de dédouanement afin d'assurer la traçabilité de vos flux physiques, mais surtout de vos données à chaque étape de vos échanges avec les différents acteurs de la chaîne logistique, et ce, en toute sécurité. Donc, dans l'univers de la mondialisation de ces échanges, les contraintes de sécurité, d'échange de données et de vitesse de traitement sont très fortes. La blockchain se met à votre service dans ce contexte de travail. C'est grâce à cette puissance technologique que vos données, vos documents, vos messages, entre partenaires ainsi que vos échanges avec les douanes, peuvent bénéficier d'une valeur probante. Donc, tous les documents et messages échangés reçoivent une empreinte numérique grâce à cette technologie blockchain et sont horodatés. Ils deviennent systématiquement inaltérables et non modifiables grâce à cette technologie. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui dans tout ce qui nous attend, dans ces échanges de données, de pouvoir avoir cette traçabilité et d'avoir cette preuve, de cette valeur sur la donnée que l'on va utiliser. Donc c'est une technologie que nous exploitons chez Connex depuis plusieurs années. Et c'est d'ailleurs lors d'un symposium douane que nous avions présenté au public la puissance de cette technologie et son application donc, dans vos métiers. Oui, ça paraît toujours théorique, la blockchain, mais en fait, non, ce n'est pas théorique du tout. Maintenant, ça arrive en application. Et l'aspect sûreté est quand même intéressant. Oui. Ah. Donc, en complément de la blockchain, une autre technologie qui entre aujourd'hui dans nos activités, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui, elle, joue un rôle important dans le traitement de vos données pour assurer des bases de données compliant avec votre activité. Alors, on parle de la facilitation que peut vous apporter l'intelligence artificielle. Donc, ces nouvelles technologies, la blockchain, l'intelligence artificielle et certainement d'autres qui vont émerger dans les années à venir, se révèlent être utiles au service de l'opérateur économique afin de renforcer ses besoins en sécurité, en fiabilité, en compliance, et c'est une assistance réelle dans un environnement global. Donc là, tu fais quoi? Tu reconnais un BL, tu reconnais quoi en fait? Oui, alors avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faciliter les déclarations en limitant la saisie. Donc, qui dit limiter saisie dit effectivement avoir moins d'erreurs, moins de d'avoir des informations plus fiables. Donc, ça entre dans la fiabilité de la chaîne de la donnée dont on a besoin, le chaînage des données. Alors, sur le chaînage des données. Alors justement, on va voir ensemble aujourd'hui l'importance de cette traçabilité de la donnée à travers les nouveaux process qui sont mis en place par l'Union européenne. Donc on en a parlé en tout début de ce colloque. Et là, on peut vraiment parler dans ce cas-là d'intégration de données sans frontières. Alors vous êtes peut-être encore nombreux à vous interroger sur certains petits points qui n'ont peut-être pas été encore assez bien explicités sur la mise en production, on a vu prochaine de Delta I, donc là on a nos réponses, le chaînage entre ICS2, ANTES et Delta I qui lui se dessine donc dans les prochaines années. Le premier maillon, évidemment, c'est ICS, et vous l'avez sans doute vu, le démarrage, les dates de démarrage de ces nouvelles obligations sécuritaires dans le cadre d'ICS, elles ne sont pas les mêmes puisqu'elles dépendent du mode de transport. Donc on a bien le vecteur aérien et maritime qui ont ouvert le bal, et puis donc on a le rail et la route qui vont clôturer cette option ICS en 2025. Alors, comment l'entreprise va-t-elle pouvoir répondre justement aux nouvelles exigences réglementaires que sont ICS2, PNTS, ANTES et Delta IE? Les données collectées, donc toujours l'importance de cette donnée que l'on va collecter, elles vont servir à générer une chaîne douanière qui ne devra pas être interrompue pour ne pas bloquer les process et les marchandises. Donc on voit bien qu'on a un parallèle entre le flux de marchandises physique et tous les aléas qu'on peut connaître, que ce soit par transport maritime, aérien, les retards, des accidents, des vols, il se passe plein de choses sur la route aussi. Et donc, et la donnée que l'on a pu fournir à un instant T,
Et est-ce que cette donnée est toujours valable à l'arrivée ou pendant le transport? Quelles ont été les évolutions à noter par rapport aux données qu'on a pu avoir au démarrage? Donc je vais juste vous rappeler peut-être rapidement ICS, mais je vais aller très vite. ICS, donc c'est Import Control System. Et à travers ICS, on doit établir une ENS, donc une déclaration sommaire sécuritaire pour toutes les marchandises, vraiment toutes, tout le monde est concerné, toutes les marchandises avant l'arrivée sur le territoire douanier de l'Union européenne. Donc ces ENS doivent être transmises au système ICS 2, toujours selon des délais réglementaires spécifiques aux moyens de transport. Au moment de l'établissement de l'ENS, il y a un numéro MRN qui est attribué et renvoyé au déclarant. Il y a une analyse de risque qui est effectuée sur les données transmises et incluses dans la déclaration, donc une analyse de risque collégiale qui est faite par plusieurs États membres. Donc c'est vraiment important d'être sûr que la donnée qui a été communiquée pour la constitution de cette ENS est une donnée fiable. On ne peut pas déclarer quelque chose de global en se disant oui, bon, on verra. Non, l'analyse de risque, elle doit être faite sur une donnée vraiment fiable. Donc ça vous permet de comprendre maintenant l'importance justement de la donnée pour éviter tout risque de rupture dans la supply chain. Le bon code douanier. Entre autres, le bon SH et la description, qui sont attendus dans ICS 2. Donc, je vais peut-être passer rapidement sur ICS 2. ICS 2 peut couvrir 2, voire 3 étapes. Vous avez déjà eu le schéma présenté tout à l'heure. Donc, il y a le dépôt de l'ENS, la notification d'arrivée et éventuellement donc, la notification de présentation des marchandises qui peut être intégrée au niveau de ICS 2. Donc là, on a un vrai tracking des marchandises, mais aussi des données qui accompagnent cette marchandise à travers ces déclarations et qui va se mettre en place depuis le lieu de départ du pays tiers. Donc je suis en Chine et j'ai des données qui vont être communiquées pour pouvoir faire cette ENS, donc jusqu'à la libération des marchandises à travers une déclaration en douane qui sera faite demain dans Delta I. C'est tout ce que j'ai expliqué, c'est que le dernier maillon, quoi. Il y a tout avant. Écoutez, je vais avancer un petit peu plus vite. Donc, on a une déclaration de dépôt temporaire qui fait partie du champ d'application PNTS qui peut être déposée de façon anticipée. Donc, c'est-à-dire avant la soumission de la notification de présentation et voire même combinée à la notification de présentation. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi, nous, d'intégrer cette partie sur cette slide, donc, pour bien vous montrer une imbrication vraiment très forte entre le champ d'application ICS2 et PNTS, ANTES. Je me suis un peu perdue. J'arrive. Donc, quel changement? La constitution de l'ENS, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le multiple filing, est ouverte à plusieurs acteurs de la chaîne logistique. Donc, bien évidemment, le transporteur, lui, c'est le seul responsable du dépôt de l'ENS. Mais on peut, en tant qu'importateur, en tant que transitaire, aller alimenter différentes parties de l'ENS pour en constituer donc un seul. Et c'est ce qu'on appelle le multiple filing. Donc c'est ce qui peut éventuellement aussi, et il faut y penser, c'est la confidentialité de vos données. Donc est-ce que j'ai intérêt d'entrer dans la danse en tant qu'importateur pour protéger une partie des informations et ne pas les voir se dissoudre et être un petit peu diffuses chez d'autres prestataires qu'on pourrait rencontrer sur la chaîne logistique. Donc le multiple filing, il faut vraiment vous renseigner et voir si dans votre cas, même en tant que chargeur, grosse entreprise, est-ce que finalement, j'ai pas intérêt à y mettre un œil et à voir exactement ce que je pourrais apporter, moi, comme information qui me semble vraiment confidentielle
et importante pour la bonne marche de mon entreprise. Donc dans le vecteur aérien, on voit bien qu'on a un jeu de données réduit. Et dans le vecteur aérien, ce qui a été vraiment la révolution, c'est le do not load. Le do not load, c'était quelque chose qui était réservé aux marchandises qui arrivaient en maritime, en conteneur, pour des longs trajets. Et maintenant, c'est appliqué aussi au vecteur aérien, donc le mode de transport aérien. En fonction de l'ENS qui est déposé avant le chargement de l'avion, eh bien, on peut aussi avoir un do not load si on estime qu'il y a un risque pour le territoire de l'Union européenne. Et donc, effectivement, le point aussi le plus important, c'est vraiment, on est passé du SH4 dans l'ICS 1 sur SH6, donc déjà une petite finesse supplémentaire, et la description de la marchandise aussi qui est requise, alors qu'auparavant, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc les conséquences, Catherine vous en a parlé tout à l'heure, on peut avoir des cargaisons retardées, retenues, rejetées, des interventions qui peuvent être inutiles. On pourrait éviter certaines interventions si tout allait bien, si tout avait été bien anticipé. On pourrait éviter des perturbations donc, de la chaîne d'approvisionnement. On a effectivement, les conséquences sont des risques pour le dédouanement des marchandises, et des sanctions financières aussi, et puis pour tout opérateur économique, craindre avoir des clients mécontents. Et ça, c'est aussi un point à prendre en conséquence dans votre chaîne documentaire et douanière. Alors, les dates à retenir pour ICS 2, donc là, on voit qu'on est déjà bien avancé. Transport maritime et fluvial, donc tout se termine au 4 décembre 2024. Ensuite, pour tout ce qui est multiple filing, là, ça va démarrer au mois de décembre 2024. Donc, vous pouvez encore vous renseigner et regarder comment ça va fonctionner jusqu'en avril 2025, la période. Et ensuite, à partir d'avril 2025 jusqu'au 1er septembre 2025, on va aborder le transport routier et ferroviaire. Donc c'est vrai qu'avant le Brexit, tout ce qui était ICS en routier, on ne se sentait pas impacté puisqu'on a des accords avec la Suisse ou avec la Norvège, par exemple. Donc l'ICS n'était pas quelque chose que l'on prenait en compte si on n'avait pas d'autres moyens de transport. Là, vraiment, avec le routier et avec le Brexit, donc voir comment les échanges avec le UK vont se passer avec ces dates à retenir pour ICS 2. Parce que vraiment, un des sujets, c'était que avant que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, c'est qu'en fait, on pensait qu'il allait intégrer la zone sûreté-sécurité, que la Suisse. Et c'est pour cette raison aussi que le SI-Brexit a été construit sans avoir une préoccupation majeure sur le sujet sûreté-sécurité. Et là, il faut absolument qu'on l'intègre, justement, puisque c'est vraiment là-dessus que la Commission européenne nous regarde de près. Je vais passer sur PNTS, puisque ce sera un peu plus tard dans le futur. Donc voilà, là, vous retrouvez le process PNTS. Donc il y a quand même deux petites étapes supplémentaires. Donc on a la création effectivement de la DDT qui génère un numéro de référence, le CRN, ce qu'on appelle le Customer Reference Number. Et puis en cas de DDT anticipé, l'opérateur dispose lui de 30 jours pour la valider par le dépôt d'une notification de présentation dématérialisée qui, elle, va générer un numéro MRN. Donc si l'opérateur ne valide pas la DDT dans ce délai de 30 jours, alors elle se verra automatiquement invalidée. Alors, qui est concerné, donc que ce soit, vous voyez, PNTS, mais on peut parler d'ICS aussi. Vous avez vraiment la liste ici des personnes qui peuvent éventuellement intervenir dans cette opération. Donc là, c'est juste le process en résumé pour bien vous rappeler, d'un point de vue réglementaire européen, on voit que l'entrée de marchandises dans l'Union européenne, donc sur le territoire des douaniers de l'Union, elle est décrite comme un processus en 5 étapes qui reprend donc le dépôt
de la déclaration sommaire d'entrée sécurisée, donc l'ENS, la notification d'arrivée du moyen de transport, la présentation des marchandises, son stockage temporaire et son placement définitif sous régime douanier. Donc, à travers ce schéma, je trouve qu'il est plus simple de visualiser le chemin à parcourir de la marchandise, du flux physique, mais aussi de nos données. Donc, c'est ce que disait Catherine tout à l'heure. Si on ne clôture pas un process, le process suivant ne peut pas être ouvert. Donc, on peut imaginer que la donnée de départ, elle est tellement fiable et on en est tellement sûr qu'aveuglément, on pourrait faire notre déclaration import à l'arrivée. Il faut quand même être prudent, mais ce serait dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution quand même des systèmes logiciels douane? Parce qu'en fait, on impacte de plus en plus la supply chain globale. Donc ça veut dire qu'il faut chaîner que tous les systèmes de l'entreprise communiquent, SAP qui doit communiquer avec je ne sais pas tant quoi, parce que sans ça, il y a une obligation de ressaisie des données. C'est quoi l'avenir par rapport au logiciel douane? C'est une intégration plus grande de fonctionnalités de la supply chain ou c'est une intégration avec d'autres systèmes? C'est effectivement aller vers une plateforme pour collecter de la donnée, mais de façon fiable, sécurisée, et de mettre en place toutes ces interfaces selon les différents outils que l'entreprise est amenée avec lesquels elle est amenée à travailler, que ce soit un TMS, un WMS, un ERP pour de la facturation, le service des achats. En fait, tout le monde va être impliqué. On peut aller plus loin dans la donnée. On peut aussi parler de MACF. On va en parler cet après-midi. Ouais. C'est aussi une donnée qu'on n'a pas forcément en douane. Alors, on l'a en douane puisqu'on la déclare, mais on va en faire encore quelque chose de plus. Donc, il y a aussi parfois des degrés par rapport à la donnée. On peut se retrouver à avoir des degrés différents. Et pour la même donnée, on va l'utiliser dans différents domaines. Donc, c'est vraiment important de pouvoir la localiser, la stocker, la sécuriser et s'en resservir à travers des interfaces. Effectivement, c'est aussi notre cœur de métier, hein, c'est de mettre en place des interfaces fluides, faciles, pour effectivement optimiser les flux et faciliter. Merci Claire.